Il y a une ambulance qui est passée. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Ceci est l'épisode numéro 6 de ma série Back to Basics dans laquelle je réponds aux questions que vous posez sûrement si vous pensez à devenir traducteur ou traductrice freelance. Aujourd'hui, on va répondre à la question qui m'est le plus posée après où est-ce que je vais trouver des clients, notamment comment est-ce que je vais choisir les tarifs que je vais appliquer. Si vous tombez sur la première fois sur ma tête, je m'appelle Ariel, je suis traductrice terminologue et ici sur cette chaîne, je vous parle de mon parcours en tant que traductrice, je vous parle de ce que j'ai appris au cours des 10 dernières années. Je vous donne bien sûr des astuces sur comment est-ce que vous allez booster votre carrière de traducteur ou de traductrice freelance. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à la chaîne. Comme vous le voyez, la communauté ne cesse de grandir et je serai très heureuse de vous compter parmi nous. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Ariel, quels sont les tarifs que je peux appliquer pour ma paire de langues? Ariel, quels sont les tarifs que je peux appliquer pour mes spécialisations? Ce sont là les questions que vous me posez par mail, que vous me posez dans les commentaires, que vous me posez sur LinkedIn et autres. Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette question. Alors, avant de vous donner la réponse, je vais commencer par vous expliquer que les tarifs varient fortement en matière de traduction. Et les tarifs que vous voulez appliquer et les tarifs qui s'appliquent sur le marché sont sûrement différents et il faut en fait vous baser sur plusieurs critères pour pouvoir définir les tarifs que vous allez appliquer pour vos paires de langues, pour vos spécialisations, ainsi de suite. Le premier facteur va être bien sûr les langues. Donc, toutes les langues ne sont pas les mêmes en matière de traduction. Donc, je le dis toujours, plus une langue est commune, plus elle est parlée et moins chère elle sera en matière de traduction. Prenons par exemple anglais-français. C'est l'une des paires de langues les plus communes dans le domaine de la traduction, ce qui fait bien sûr qu'elle ne va pas être payée à la même hauteur, par exemple, que l'allemand vers le japonais ou le japonais vers le français. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la paire de langues que vous avez, pas que vous choisissez, parce qu'on ne choisit pas vraiment les langues dans lesquelles on va travailler. Ce sont des langues pour la plupart du temps avec lesquelles on est né ou alors qu'on parle depuis longtemps ou alors on vit dans le pays où on parle cette langue-là depuis longtemps. Donc, on va pas vraiment choisir les langues, mais les langues avec lesquelles vous travaillez vont avoir une influence, un impact sur les tarifs que vous pouvez appliquer. Alors, le deuxième facteur qui va avoir une influence sur les tarifs que vous allez appliquer, ce sont vos spécialisations. Alors, tout comme les langues de travail, les spécialisations ne sont pas toutes à la même enseigne. Vous avez des spécialisations qui sont assez communes et vous avez d'autres qui sont des spécialisations de niche. Ce qui veut dire que pour des traductions de type général, par exemple correspondance, donc des mails et tout ça, vous allez avoir des tarifs qui s'appliquent et qui seront inférieurs à ceux, par exemple, des traductions techniques, donc hautement techniques, qui requièrent des connaissances techniques, ou alors pour des traductions de type médical, ou alors financière, ou alors juridique. Donc, en fonction de vos spécialisations, il y aura un certain seuil que vous n'allez malheureusement pas pouvoir dépasser en ce qui concerne les tarifs que vous allez appliquer. Le troisième facteur qui va avoir une influence sur les tarifs que vous allez appliquer, c'est votre expérience dans vos spécialisations. Donc, tout simplement, un ingénieur qui devient traducteur pourra demander plus d'argent qu'un traducteur diplômé qui n'a pas de diplôme en ingénierie. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que un ancien médecin qui devient traducteur ou alors qui décide d'être traducteur à temps partiel pourra clairement facturer ses traductions bien plus qu'un jeune diplômé en traduction qui se spécialise en traduction médicale. L'autre facteur qui va être important quand on va penser à définir ses tarifs, ça va être le pays où l'on vit. Alors vous savez qu'ici sur ma chaîne, moi je ne fais pas de langue de bois, je vais pas vous raconter n'importe quoi. Un traducteur qui vit en Europe va pouvoir facturer ses traductions à 12 centimes, 13 centimes le mot, mais ce sera un peu plus difficile par exemple pour un traducteur qui vit en Afrique. Il faudra que celui-là ait des compétences justifiées, assez élevées pour pouvoir prétendre facturer ce type de tarif-là. Donc, le pays où vous vivez va avoir une influence sur les tarifs que vous allez appliquer. C'est la vérité, tout simplement. Alors, le dernier facteur qui, selon moi, est important quand on pense
à définir ses tarifs, c'est son profil et sa présence en ligne. Et oui, je le dis toujours et je le dirai toujours, votre présence en ligne en tant que traducteur ou traductrice est votre pièce d'identité. C'est en fait un mélange de votre CV et de votre profil LinkedIn en fait. Votre présence en ligne doit refléter ce que vous voulez en fait renvoyer comme image au client. Est-ce que le client a face à lui un professionnel qui a un profil soigné, qui est cordial en fait sur les réseaux sociaux professionnels, qui intervient beaucoup dans les groupes relatifs à ses centres d'intérêt, qui a un joli site internet, qui n'est pas obligé d'être très fourni, donc ce n'est pas obligé d'être un site, vous savez, très compliqué. Entre-temps, on a des services qui vous permettent de créer un site en quelques heures, sans avoir de connaissances approfondies en programmation ou quoi que ce soit. Vous avez déjà des modèles qui sont là, vous avez juste à personnaliser le modèle et pof, vous avez un site internet très correct sur lequel vous allez vous présenter et présenter vos prestations. Donc, quelle est votre présence en ligne? Est-ce que vous êtes présent en ligne? Peut-être que c'est par là que j'aurais dû commencer. Est-ce qu'on vous trouve quand on vous cherche en ligne? Et quand on vous cherche en ligne, qu'est-ce qu'on trouve? Vous le négligez souvent, mais dites-vous bien que aujourd'hui, dès qu'une personne va recevoir votre CV, que vous soyez freelanceur ou salarié, la première chose que la personne va faire, c'est d'aller voir sur Internet ce qu'on trouve à votre propos. Et moi, je le dis toujours, n'hésitez pas à faire des recherches sur votre propre nom. Inscrivez votre propre nom dans Google et voyez ce qu'il ressort. Vous devez soigner votre présence en ligne, vous devez soigner les résultats qui ressortent quand on vous recherche, parce que c'est ce qui va faire qu'un client va accepter de vous payer un certain tarif ou pas. Dites-vous bien que si par exemple vous arrivez à convaincre un client avec votre CV et qu'il vous demande vos tarifs et vous le dites, voilà, moi je facture 150 € de l'heure, il va dire ok, pas de souci. Il va aller sur Google, il va aller faire une recherche, essayer de voir ce que vous faites et tout. Il va arriver sur LinkedIn, il n'y a pas de photo, ou alors votre dernière interaction sur LinkedIn date de 12 mois ou plus, ou alors il n'y a pas d'interaction du tout, il n'y a pas de post, il n'y a rien du tout, on ne sait pas ce que vous faites, on ne sait pas. On ne trouve rien sur vous et peut-être les seules choses qu'on trouve, ce sont des interventions sur Facebook, sur des sites de gossip et tout, où vous vous lâchez. On rigole, mais ce sont des choses qui peuvent vous pénaliser. Donc dites-vous bien que votre présence en ligne peut avoir une influence sur l'image que vous renvoyez et donc sur votre crédibilité, tout simplement. Alors au vu de ce que je viens de vous expliquer, on se rend compte que deux traducteurs ayant sensiblement le même profil peuvent être engagés par le même client et être payés à des tarifs différents. Alors la chance que moi j'ai eue quand je me suis mise à mon propre compte, c'est que j'avais déjà une expérience comme gestionnaire de projet en agence de traduction. C'est-à-dire que j'avais déjà eu la chance d'avoir un aperçu en fait des tarifs qui étaient pratiqués par les traducteurs freelance. Alors au moment où j'ai débuté, je ne pouvais pas prétendre appliquer les mêmes tarifs que certaines personnes qui avaient déjà un certain nombre d'années d'expérience, mais ça a été pour moi une bonne base pour me dire ok, donc je peux commencer à ce tarif-ci, si lui il facture ceci, moi je peux facturer cela. Et ça va être cela mon premier conseil en fait pour vous qui essayez de déterminer les tarifs que vous allez pouvoir appliquer, c'est de vous renseigner auprès de personnes qui sont déjà là où vous voulez être. Ça veut dire que si par exemple vous vivez au Gabon ou alors vous vivez en France et que vous posez des questions sur les tarifs que vous pouvez appliquer, la première chose que vous pourriez faire, c'est de vous rapprocher de traducteurs qui sont déjà établis dans par exemple vos paires de langue, de préférence à peu près dans les mêmes spécialisations dans lesquelles vous voulez travailler. Donc rapprochez-vous des anciens, entre parenthèses, qui sont près de chez vous, ou alors de jeunes traducteurs qui viennent de se mettre à leur propre compte comme vous. Vous pouvez les trouver sur LinkedIn, vous pouvez les trouver un peu partout, et même vos camarades de promotion, s'il y en a qui se sont déjà mis à leur propre compte, qui ont déjà 1-2 clients, n'hésitez pas à leur poser la question, à leur dire s'il te plaît, combien est-ce que toi tu factures en fait à tes clients? Je sais que ce n'est pas toujours évident parce que malheureusement le secteur de la traduction est très concurrentiel, c'est très compétitif. Les gens n'aiment pas souvent donner les infos parce que les gens se disent que voilà, si je lui donne l'info, il est possible qu'il me vole mon client et tout, mais comme on le dit toujours, la demande en traduction est jusqu'aujourd'hui supérieure
à l'offre. Donc, il y aura toujours du travail pour tout le monde. Il n'y a pas de raison de garder des informations pour soi qu'on pourrait partager avec les autres et qui pourraient aider les autres. Ça, c'était une parenthèse. Donc, comme je disais, essayez de vous renseigner autour de vous. Je suis pas en train de dire que vous allez pouvoir ou que vous devez appliquer exactement les mêmes tarifs que ces personnes-là, mais ce sera, comme ça l'a été pour moi, une première idée. Ce sera en fait un premier tremplin pour que vous puissiez vous-même définir vos propres tarifs. Dans tous les cas, si vous demandez à 10 personnes, il y en a au moins 3 qui vous donneront une réponse. Si vous avez la chance de faire partie d'une association professionnelle de traducteurs, n'hésitez pas à contacter directement des collègues qui font les mêmes paires de langue que vous et à peu près les mêmes spécialisations et à leur dire voilà, je me lance. Quelle est la base en fait actuellement sur le marché? Où est-ce que je peux me positionner ou comment est-ce que je peux me positionner? Généralement, entre collègues d'une même association professionnelle, ça passe un peu mieux. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos collègues. C'est aussi à ça que sert une association professionnelle en fait. Donc n'hésitez pas à faire le premier pas parce que c'est vous qui avez besoin de l'information. Alors l'autre conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas hésiter à rejoindre. Donc n'hésitez pas à rentrer dans ces groupes-là pour être au courant de ce qui se passe. Parce que généralement, les traducteurs aiment bien aller se plaindre dans ces groupes fermés et privés là, parce que là au moins ils sont sûrs qu'ils sont entre eux et qu'il n'y a pas de chance qu'un client vienne rentrer et voir ce qu'ils disent. Posez des questions. Personne ne va vous manger. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens ne vont pas vous répondre peut-être dans le groupe, mais ils peuvent vous envoyer un message privé et vous dire hey, j'ai vu votre question par rapport à ceci ou cela et voilà ma réponse. Et j'en profite ici pour lancer un appel aux traducteurs qui sont déjà établis. Par pitié, les jeunes traducteurs ne sont pas les concurrents. Ce sont des collègues qui ont besoin d'apprendre. Ce sont des collègues qui ont besoin de vous, des renseignements, des informations que vous avez déjà. Ça ne sert à rien de les garder pour vous. Sincèrement, vous avez déjà suffisamment d'expérience. Je ne pense pas que vos clients vont vous lâcher pour aller travailler avec de jeunes traducteurs ou alors vous prendre les projets sur lesquels vous travaillez depuis des années et aller donner à de nouveaux traducteurs. Si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas les bons clients, tout simplement. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, on va en venir à la question que vous vous posez sûrement. C'est Ariel, pourquoi tu ne dis pas tout simplement combien toi-même tu factures? Tout simplement parce que ce que je facture, ce n'est pas ce que vous pourrez facturer. Mais si vous vous demandez, ok, mais comment est-ce que ça se passe, tous ces calculs et tout, comment est-ce que je calcule ça par mot, comment est-ce que je vais facturer par heure, comment est-ce que je vais facturer la relecture, j'ai cette vidéo ici dans laquelle je vous explique dans les moindres détails comment est-ce que on calcule tous ces tarifs-là. Allez regarder cette vidéo-ci et vous serez servi. Et si vous voulez voir plus de la série Back to Basics, vous pouvez cliquer tout en bas pour voir l'épisode précédent, l'épisode numéro 5. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou alors une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao!